L'été 1942 brûlait sur la vaste steppe russe, mais une froideur mortelle s'annonçait déjà dans l'air. Les nuages de poussière soulevés par des milliers de bottes allemandes, le rugissement implacable des moteurs Panzer, l'odeur métallique du carburant et de la poudre, tout annonçait une marche inexorable. La Wehrmacht, la machine de guerre nazie, avançait comme une marée de fer et de feu, propulsée par l'opération Barbarossa, avec un objectif clair et non négociable, Stalingrad. Le sol tremblait sous le poids de chaque pas, comme si la terre elle-même pressentait le cataclysme imminent. C'était l'apogée de la puissance allemande, une force qui écrasait tout sur son passage, une légion d'acier et de conviction, persuadée de son invincibilité. Les yeux bleus des jeunes soldats, beaucoup encore adolescents, brillaient de la certitude de la victoire. Berlin respirait l'optimisme. Hitler, du haut de son bunker, voyait la gloire à portée de main, la clé des riches champs de pétrole du Caucase, le coup fatal porté à l'Union soviétique. Stalingrad, la ville portant le nom du chef soviétique, serait le trophée final. C'était une offensive audacieuse, planifiée dans les moindres détails. Les généraux allemands, avec leur réputation de stratèges brillants, avaient tracé une voie de destruction. La 6e armée, sous le commandement du général Friedrich Paulus, était la pointe de lance, l'arme la plus affûtée du Reich, considérée comme indestructible. Ces hommes, bien équipés, bien entraînés, avançaient sous le soleil brûlant, à travers des terres dévastées, avec la promesse d'une victoire rapide et décisive. C'étaient les conquérants, les maîtres de la guerre. Mais sous la surface de cette confiance, sous le vernis du pouvoir, un sifflement glacial commençait déjà à se faire entendre. C'était le murmure de l'hiver russe, un ennemi plus implacable que n'importe quelle armée, un spectre qui attendait patiemment. Mais à cet instant, les soldats allemands ne voyaient que la poussière, l'horizon vaste et la promesse de Stalingrad. La ville, un conglomérat industriel vital au bord de la Volga, semblait une proie facile, un point stratégique à soumettre avant l'arrivée de la glace. Personne n'aurait pu prédire que cette ville deviendrait un hachoir à viande, un enfer gelé, où le courage et le désespoir s'affronteraient dans un duel brutal. Préparez-vous à être témoin de l'histoire. Abonnez-vous maintenant et rejoignez la légion d'historiens qui dévoilent les secrets du passé. L'avancée initiale fut foudroyante. La Blitzkrieg allemande, la guerre éclair, fonctionnait avec une efficacité terrifiante. Les divisions blindées, Panzer, avec leurs chars Tigre et PZK-PFW4, perçaient les lignes soviétiques avec une facilité apparente. Le grondement des moteurs était un cœur de destruction, et le feu de l'artillerie balayait le chemin. Les soldats, avec leurs casques d'acier et leurs uniformes gris, semblaient invincibles. Ils ont parcouru des kilomètres de steppe, repoussant les forces soviétiques dans une retraite chaotique. Des villages brûlaient, des ponts s'effondraient, et l'exode des civils créait des fleuves humains fuyant l'avancée nazie. L'optimisme allemand atteignit son apogée en août 1942, lorsque la Luftwaffe déversa une tempête de feu sur Stalingrad. Les bombardiers Stuka plongeaient avec leurs cris terrifiants, transformant la ville en ruines fumantes. L'odeur de béton brûlé et de chair roussie planait dans l'air. Rues, maisons, usines, tout se désintégrait dans un nuage de fumée et de débris. C'était censé être le coup de grâce. Briser le moral, obtenir une reddition immédiate. La ville fut réduite à un squelette d'acier et de pierre, un décor post-apocalyptique, avant même que le premier soldat allemand ne pénètre dans ses entrailles. Mais, sous les cendres, une résistance inébranlable commençait à se former. Ce qui ressemblait à une victoire facile, à une avance triomphale, allait bientôt révéler son vrai visage. L'enfer n'était pas à l'horizon, mais dans les ruines fumantes de Stalingrad. La ville, qui devait être un point de passage, une conquête symbolique, s'était transformée en piège, un tourbillon qui allait engloutir des armées entières. La confiance initiale fit place à une lutte désespérée pour chaque mètre de terrain, pour chaque tas de décombres. La victoire apparente se transforma en cauchemar urbain, où chaque ruelle, chaque cave, chaque mur percé devenait une tranchée. Le vent, auparavant un simple détail de la steppe, commença à apporter avec lui une promesse glacée, le présage d'un hiver qui serait le véritable juge de cette bataille. L'ennemi n'était plus seulement le soldat soviétique, mais le temps, la faim et le froid. La guerre de mouvement était devenue une guerre d'usure, un combat brutal de maison en maison, un duel de nerfs et de résistance. La chance commençait à tourner. Stalingrad, la ville qui devait être une récompense, s'est transformée en un labyrinthe de mort,
Chaque rue, chaque bâtiment en ruine, chaque tas de décombres était désormais une forteresse, une embuscade potentielle. La guerre éclair est morte dans les entrailles de la ville. Il n'y avait plus de lignes de front claires, seulement des zones d'anéantissement. Les soldats allemands, habitués aux vastes mouvements de chars et aux manœuvres rapides, furent aspirés par une guerre de rats, la Rattenkrieg. L'odeur de la mort était omniprésente, un mélange nauséabond de poudre brûlée, de poussière de béton, de sang et de corps en décomposition. L'air était dense, lourd, ponctué par le bruit incessant des tirs de fusil, des rafales de mitrailleuses, la détonation sèche des grenades et le rugissement lointain de l'artillerie. Il n'y avait ni jour ni nuit, seulement une pénombre constante de fumée et de terreur. Le champ de bataille était désormais un appartement détruit, une cave humide, un égout. La lutte était au corps à corps, brutale, désespérée. Pour les Soviétiques, commandés par le général Vassili Tchouikov, reculer n'était pas une option. Pas un pas en arrière, était l'ordre de Staline, et il résonnait dans le cœur de chaque défenseur. Hommes et femmes, civils transformés en combattants, défendaient chaque mètre avec une férocité aveugle. Les tireurs d'élite soviétiques, comme Vassili Zaïtsev, sont devenus des légendes, chassant les officiers allemands et répandant la terreur invisible. Leurs tirs, un sifflement aigu, étaient la bande sonore de la peur pour les envahisseurs. Du côté allemand, la confiance initiale s'effondrait sous le poids de la réalité. Des soldats épuisés, les yeux injectés de sang et les visages poussiéreux, avançaient de ruine en ruine, nettoyant chaque pièce, chaque étage, à un coup terrible. L'ennemi semblait surgir de nulle part, de trous dans le sol, de murs brisés. Le froid de la nuit commençait à s'infiltrer dans les os, un présage de ce qui allait arriver. La soif et la faim étaient des compagnes constantes, et la fatigue menait beaucoup au bord de la folie. Le mont Mamaïev-Kourgan, une colline stratégique offrant une vue sur toute la ville et le fleuve Volga, est devenu un hachoir à viande. Il fut pris et repris d'innombrables fois, ses pentes trempées de sang, la terre retournée par les explosions. Le sol, auparavant couvert d'herbe, était maintenant une pâte de boue, de glace et de restes humains. Les cris des blessés se mêlaient au bruit des combats, une symphonie infernale qui semblait sans fin. Dans les usines, telles que l'usine Octobre Rouge et l'usine de tracteurs Dzerzhinsky, la bataille atteignit un niveau de barbarie industrielle. De féroces combats se déroulaient au milieu de machines brisées, de poutres tordues et de décombres métalliques. Les ouvriers, beaucoup d'entre eux des femmes, prenaient les armes, luttant côte à côte avec les soldats, transformant leur lieu de travail en tranchées improvisées. L'air était épais de fumée noire et de l'odeur âcre de métal brûlé. La chaleur des fours, autrefois signe de production, laissait place à la chaleur des explosions. Chaque jour, l'espoir allemand diminuait, remplacé par un sentiment croissant de claustrophobie. La ville, un monstre de pierre et d'acier, les engloutissait lentement. Les fournitures commençaient à se raréfier. L'eau était rare, la nourriture rationnée. Le moral s'effondrait comme les feuilles des arbres à l'approche de l'hiver. Pour les Soviétiques, la résistance était une question de survie, de protection de leur famille, de leur patrie. Pour les Allemands, c'était une lutte pour un objectif de plus en plus abstrait, dans un enfer qui semblait sans issue. Stalingrad n'était plus une bataille, c'était une épreuve existentielle. Et l'hiver, cet ennemi silencieux et implacable, commençait à refermer son étreinte glacée. Tandis que les Allemands se noyèrent dans l'enfer urbain de Stalingrad, une manœuvre colossale et secrète était ourdie dans les steppes gelées. Loin des regards des généraux de Paulus, les Soviétiques, sous le commandement brillant de Zhukov et Vassilievski, préparaient l'opération Uranus. C'était novembre 1942. L'étreinte glaciale de l'hiver russe s'était déjà resserrée, transformant la boue en glace et l'air en une lame de rasoir. Les forces de l'Axe, avec leurs flancs étirés et défendus principalement par des troupes roumaines et italiennes, moins bien équipées et moins expérimentées que la Wehrmacht, étaient le maillon faible. Le 19 novembre, sous une tempête de neige impitoyable qui aveuglait le ciel et gelait l'espoir, les Soviétiques lancèrent leur attaque. Les chars T-34, autrefois considérés comme inférieurs, avançaient comme des fantômes blancs, soutenus par une avalanche d'infanterie et une artillerie écrasante. Le rugissement des moteurs soviétiques était un présage de malheur, un son qui résonnerait dans les cauchemars allemands pendant des décennies. La vitesse de l'offensive soviétique fut vertigineuse.
En très peu de jours, les lignes roumaines cédèrent. La panique se propagea comme un virus. Les soldats de l'Axe, pris par surprise, sans fournitures adéquates pour l'hiver, se retrouvèrent encerclés, isolés. La tenace pointe de lance allemande à Stalingrad, la 6e armée, était désormais prise au piège dans un Kessel, une poche, un chaudron, un enfer gelé. Le 23 novembre, les pinces soviétiques se refermèrent à Kalach-sur-le-Don, piégeant environ 300 000 hommes à l'intérieur de la ville en ruine et de ses environs. Le choc fut dévastateur. La confiance s'évanouit, remplacée par une terreur glaciale. La 6e armée, autrefois le joyau de la couronne de Hitler, était maintenant un corps agonisant. L'odeur de mort et de désespoir qui se concentrait auparavant dans les ruines s'étendait désormais sur des kilomètres de steppes gelées. La température chuta à 20-30 degrés Celsius. Le vent coupant de la steppe, autrefois une simple gêne, devint un tortionnaire, pénétrant les fines couches des uniformes d'été. Gelures, gangrène, hypothermie, tels étaient les nouveaux ennemis, aussi létaux que les balles soviétiques. À l'intérieur du Kessel, la réalité était brutale. Les fournitures, déjà rares, furent coupées. Les rations diminuèrent drastiquement. Les chevaux mouraient de faim et de froid, et leurs corps congelés étaient la seule source de viande pour les soldats affamés. L'odeur d'excréments et de vomi, de corps non enterrés, se mêlait à l'odeur âcre de la fumée de bois brûlé, utilisée pour tenter de chauffer les abris improvisés. L'espoir d'un sauvetage aérien, promis par Hermann Göring, était un mirage. Les avions de transport, peu nombreux et vulnérables, parvenaient à peine à percer le siège soviétique, ne laissant tomber que des miettes à une légion affamée. Chaque jour qui passait, le siège se resserrait. Les soviétiques, désormais à l'offensive, bombardaient sans cesse les positions allemandes. L'artillerie russe, auparavant en retraite, rugissait maintenant avec fureur, pulvérisant ce qui restait des défenses. Les soldats allemands, affaiblis par la faim et le froid, les visages gris et les yeux enfoncés, regardaient leurs camarades mourir d'épuisement, de maladie, de désespoir. Beaucoup s'abandonnaient au froid, s'allongeant dans la neige pour ne jamais se relever. La discipline, autrefois de fer, commençait à se désintégrer. Les civils, quelques milliers encore piégés dans la ville, souffraient encore plus. Cachés dans des caves, sans nourriture, sans eau courante, sans chaleur, ils étaient les témoins de l'effondrement de la civilisation. Des mères tentaient de réchauffer leurs enfants avec des chiffons, tandis que le bruit constant des explosions était la bande sonore de leur martyre. La faim était si extrême que des récits de cannibalisme apparurent, chuchotés dans des coins sombres, une horreur qui transcendait la guerre elle-même. L'humanité était mise à l'épreuve dans ses limites les plus sombres. Le désespoir menait à des actes de brutalité et d'héroïsme. Les soldats allemands, dans leur dernier souffle, écrivaient des lettres d'adieu à leurs familles, des lettres qui n'arriveraient peut-être jamais, mais qui portaient le poids d'un adieu. Les médecins opéraient dans des conditions épouvantables, sans anesthésie, avec un minimum de fournitures, essayant de sauver des vies déjà condamnées. La ville, un cimetière à ciel ouvert, était désormais la scène d'une agonie lente et inévitable. Le siège de Stalingrad s'était transformé en un piège mortel, et l'hiver, son exécuteur silencieux, ne faisait que commencer son œuvre. À l'intérieur du Kessel, le temps perdit son sens, devenant une succession indistincte de jours glacials et de nuits encore plus froides. L'espoir, fragile comme la glace de la Volga, s'échappait entre les doigts des soldats. La promesse d'un sauvetage, d'une percée à travers le siège soviétique, était la seule chose qui les maintenait debout. Et cette promesse avait un nom, le général Erich von Manstein et son opération Tempête d'hiver, Wintergewitter. À la mi-décembre 1942, Manstein lança son offensive désespérée. Les chars allemands, leurs canons rugissants, tentèrent d'ouvrir un couloir de secours, avançant à travers la neige et le feu ennemi. Pendant un bref instant, une lueur d'espoir s'alluma dans les yeux des hommes à Stalingrad. Ils entendirent le grondement lointain des moteurs, le bruit de la bataille se rapprochant. La 6e division Panzer arriva à seulement 48 km de la ville assiégée. Le général Paulus, à Stalingrad, reçut l'ordre de préparer une percée pour rejoindre les forces de Manstein. C'était la dernière chance, le dernier souffle de vie pour la 6e armée. Mais l'ordre d'Hitler était inébranlable. Ne pas battre en retraite. Paulus, un homme d'honneur et de devoir, ne pouvait désobéir. L'ordre de contre-attaque ne vint jamais. Les forces de Manstein, confrontées à une résistance soviétique féroce et épuisées par la neige et le froid,
furent contraintes de reculer. La porte de l'enfer se ferma définitivement. Le bruit des chars allemands s'éloignant, disparaissant au loin, fut le bruit de la mort pour ceux qui étaient à l'intérieur du Kessel. L'odeur de poudre et l'espoir s'évanouirent, remplacés par la puanteur du désespoir et de la chair gelée. La promesse d'un sauvetage aérien massif, garanti par Hermann Göring, se révéla être une farce cruelle. Les avions de transport, peu nombreux et inadaptés, parvenaient à peine à braver l'artillerie anti-aérienne soviétique et les chasseurs ennemis. Chaque vol était une roulette russe. La cargaison qui arrivait, quelques fournitures médicales, des cartouches de munitions, 1 ou 2 rations, était une goutte d'eau dans l'océan pour une armée de près de 300 000 hommes. Le désespoir poussait les soldats à se battre pour chaque morceau de pain, pour chaque rayon de chaleur. La faim était un ennemi constant, plus insidieux que le soldat soviétique. Les rations furent réduites à des miettes, un morceau de pain sec, un peu de viande de cheval congelée. La malnutrition rongeait les corps, transformant des hommes robustes en spectres. Les visages étaient pâles, les yeux creux, les joues caves. La gangrène se propageait, le typhus et la dysenterie décimaient les troupes. Les médecins, sans équipement, sans médicaments, pratiquaient des amputations dans des abris sombres, utilisant des scies ordinaires et sans anesthésie, tandis que le cri des blessés se mêlait au hurlement du vent. Le froid, un assassin silencieux, était plus efficace que n'importe quelle balle. Les températures chutaient à 40 degrés Celsius. L'uniforme d'été des soldats allemands était une blague cruelle face à la fureur de l'hiver russe. Les gelures étaient courantes. Doigts, pieds, nez se gangrenaient et tombaient, transformant les hommes en invalides avant même d'être touchés par un tir. Beaucoup se couchaient simplement dans la neige, épuisés, acceptant l'étreinte glaciale de la mort, leurs corps devenant des statues congelées au milieu du paysage blanc et désolé. La discipline, autrefois l'épine dorsale de la Wehrmacht, commença à se désintégrer. Des officiers voyaient leurs hommes abandonner leur position, chassant des rats ou des chiens pour manger, ou simplement s'abandonnant au désespoir. Ce qui était autrefois une fière force de combat n'était plus qu'une masse d'hommes affamés, malades et gelés, luttant pour la survie la plus élémentaire. Le moral s'effondrait. La peur de mourir au combat fut remplacée par la terreur d'une mort lente et agonisante par le froid et la faim. Du côté soviétique, la détermination était de fer. Ils sentaient l'odeur de la victoire. Chaque jour, le siège se resserrait, et l'artillerie russe rugissait plus fréquemment, un rappel constant de l'inévitabilité de la fin. Les bombardements devinrent un châtiment incessant, réduisant en poudre et en décombres ce qui restait des défenses allemandes. La Rattenkrieg continuait, mais maintenant les rats allemands étaient piégés et les chasseurs soviétiques avaient tout leur temps. Les civils, ceux qui n'avaient pas pu ou réussi à s'échapper, vivaient un enfer encore plus profond. Cachés dans des caves, sans nourriture, sans eau, sans lumière, leurs vies étaient une ombre de peur et de privation. Le bruit constant des explosions, l'odeur omniprésente de la mort, la vision de corps gelés dans les rues, tout cela laissait des cicatrices indélébiles sur les âmes. Des mères tentaient de réchauffer leurs enfants avec des chiffons sales, tandis que la faim menait beaucoup à des actes de désespoir impensables. Stalingrad, autrefois une ville industrielle vibrante, était désormais un monument à la brutalité humaine, un piège mortel où la civilisation était morte et la survie était la seule loi. La fin approchait, inexorable, comme la tempête de neige qui recouvrait Stalingrad. Avec l'opération Tempête d'hiver de Manstein défaite et la porte du Kessel scellée, le destin de la 6e armée était tracé. Les soviétiques, sentant l'odeur de la victoire, resserrèrent l'étreinte avec une férocité renouvelée. L'anneau d'acier et de glace se contractait, écrasant ce qui restait de la résistance allemande. Chaque jour, le périmètre se rétrécissait, transformant des kilomètres de ruines en un enfer encore plus concentré. C'était janvier 1943. La glace de la Volga était épaisse, et les températures atteignaient des sommets brutaux de 50 degrés Celsius. Le vent hurlait comme une lamentation funèbre, pénétrant les tranchées improvisées, les caves humides, les corps affaiblis. La famine atteignit des niveaux apocalyptiques. Les rations étaient une blague cruelle, et la recherche de tout ce qui était comestible était la seule priorité. Chiens, chats, rats, toute créature vivante était chassée et dévorée. Les rumeurs de cannibalisme autrefois chuchotées devinrent une sombre réalité pour certains, un tabou brisé par le désespoir absolu. Le général Paulus,
piégé dans son bunker souterrain sous le grand magasin Gumm, faisait face à une épreuve impossible. Ces hommes mouraient par milliers, non seulement par les balles, mais par le froid et la faim. Il voyait ces rapports arriver, chacun plus terrible que le précédent. Munitions épuisées, carburant manquant, hommes sans bottes, sans manteau, avec de la gangrène dans les membres. Mais de Berlin, la voix d'Hitler résonnait, inflexible. Ne pas se rendre. L'ordre était de se battre jusqu'au dernier homme, jusqu'à la dernière balle. La loyauté de Paulus était mise à l'épreuve. C'était un officier de carrière, un homme d'honneur et de discipline. Désobéir au Führer était impensable, mais il voyait l'agonie de son armée, la destruction de ses hommes. La décision était la plus difficile de sa vie, maintenir sa fidélité à un dictateur insensé ou sauver ce qui restait de ses soldats d'une mort inutile. L'odeur d'humidité et de désespoir dans son bunker était suffocante, mélangée à l'odeur métallique de sa propre sueur froide. Les tentatives d'évasion étaient suicidaires. De petits groupes de soldats, désespérés, tentaient de percer les lignes soviétiques, seulement pour être massacrés dans la neige, leurs corps congelés s'ajoutant au paysage macabre. Le ciel, autrefois dominé par la Luftwaffe, appartenait désormais aux soviétiques. Tout mouvement aérien allemand était une cible facile. Les quelques avions de transport qui réussissaient à atterrir apportaient plus de blessés que de fournitures, évacuant les cas les plus graves, mais laissant la grande majorité derrière eux à la mort. Les dernières défenses allemandes s'effondraient. Les soldats soviétiques, maintenant bien nourris et équipés pour l'hiver, avançaient avec des chars et de l'artillerie lourde, nettoyant les poches de résistance. La bataille se transforma en un massacre. Chaque bâtiment était un piège, chaque décombre une tombe. Les cris des blessés, les explosions incessantes, le bruit des tirs de mitrailleuses, tout se mêlait dans une cacophonie d'horreur. De nombreux soldats allemands, en voyant leurs camarades tomber, en sentant le froid percer leurs os et la faim ronger leurs entrailles, jetaient simplement leurs armes. La reddition individuelle devint courante, un acte de désespoir et d'autopréservation. Ils émergèrent des ruines, mains en l'air, leurs visages gris et leurs yeux vides, ressemblant plus à des fantômes qu'à des hommes. Le coût humain était inimaginable. Des centaines de milliers de vies avaient déjà été fauchées. La ville était un vaste cimetière, un monument à la futilité de la guerre. Le 24 janvier, les Soviétiques offrirent à Paulus une dernière chance de reddition. Il consulta Berlin, mais la réponse d'Hitler fut la même. « Battez-vous jusqu'au bout ». Hitler promut même Paulus au grade de maréchal de camp, une distinction qui signifiait qu'aucun maréchal de camp allemand ne s'était jamais rendu. C'était un ordre voilé pour que Paulus se batte jusqu'à la mort ou se suicide. La pression sur Paulus était immense, le poids du devoir et de la responsabilité écrasant. Ces hommes mouraient, mais il était pris dans une toile d'honneur et d'obéissance. Les derniers jours furent une pure agonie. Le périmètre allemand fut divisé en deux poches, celle du nord et celle du sud. La résistance organisée s'épuisait, laissant place à des combats isolés, désespérés, de groupes d'hommes acculés. L'odeur de la mort était écrasante. Les corps congelés s'amoncelaient dans les rues, dans les caves, à chaque coin. Stalingrad, la ville qui devait être la gloire d'Hitler, devenait son plus grand cauchemar, la tombe d'une armée entière. Le point culminant de la bataille ne fut pas une grande attaque, mais un étouffement lent et douloureux, une étreinte glaciale de la mort qui se resserrait à chaque seconde. La reddition, auparavant impensable, était désormais la seule issue pour la majorité, un acte final de survie dans un enfer gelé. Le 31 janvier 1943, le général Paulus, dans son bunker humide et glacial, faisait face à l'abîme. Ces hommes mouraient à chaque minute, non par héroïsme, mais par inanition et gelure. L'ordre d'Hitler était clair, se battre jusqu'au bout, sans reddition. Mais la réalité était plus forte que toute idéologie. La loyauté envers le Führer se brisa sous le poids de la boucherie. La dignité militaire s'effondra face à la terreur de la mort lente. Il n'y avait plus de gloire, seulement l'agonie de centaines de milliers de vies. Paulus, fraîchement promu maréchal de camp, un titre qu'Hitler espérait le pousserait au suicide avant le déshonneur de la reddition, fit son choix. Pour la première fois, il désobéit. À l'aube de ce jour glacial, la 6e armée allemande, la pointe de lance du Reich, la force invincible, se rendit. L'acte final ne fut pas une confrontation épique, mais un murmure de désespoir. L'odeur de la défaite était palpable,
mêlée à la puanteur de la mort qui imprégnait chaque parcelle de Stalingrad. La vue des soldats allemands émergeant des ruines était terrifiante. Ils étaient plus de 91 000 hommes, mais ils ressemblaient à des ombres. Leurs uniformes étaient déchirés et sales, leurs corps squelettiques, leurs visages gris et leurs yeux vides, reflétant une horreur indicible. Beaucoup pouvaient à peine marcher, se traînant dans la neige, avec de la gangrène aux pieds et aux mains, toussant du sang, tremblant de fièvre. Il n'y avait plus de fierté militaire, seulement l'instinct de survivre un jour de plus. Pour les Soviétiques, la victoire était douce amère. Stalingrad fut un triomphe colossal, mais le prix fut incalculable. La ville était en lambeaux, un cimetière de masse. La Volga, autrefois une artère vitale, était tachée de sang et de débris. Les cris de joie se mêlaient aux lamentations pour les millions de morts, pour les foyers détruits, pour les familles brisées. Cet hiver qui a fauché tant de vies allemandes a également volé la chaleur d'innombrables cœurs soviétiques. Le coût humain fut effroyable. Environ 1,1 million de militaires soviétiques furent tués, blessés ou capturés lors de la bataille de Stalingrad et des opérations environnantes. Pour les Allemands et leurs alliés, le nombre de morts, de blessés et de prisonniers dépassa les 800 000. Sur ces 91 000 soldats allemands qui se rendirent, seuls environ 6 000 reviendraient chez eux, de nombreuses années plus tard, marqués à jamais par les camps de prisonniers et l'expérience de l'enfer gelé. Le reste périt dans la marche de la mort vers les goulags, succombant à la faim, au froid et aux maladies. Stalingrad brisa le mythe de l'invincibilité nazie. Ce fut le tournant de la Seconde Guerre mondiale, le moment où le vent tourna à l'Est et où le Reich commença sa marche lente et douloureuse vers la défaite. L'arrogance militaire d'Hitler, son refus de reculer, son obsession pour un nom sur une carte, coûta la vie à une armée entière. La ville devint un symbole de résistance indomptable, de sacrifice extrême, mais aussi de la brutalité inhumaine de la guerre. L'héritage de Stalingrad résonne encore aujourd'hui. L'imposant monument « La mère patrie vous appelle » sur le mont Mamaïev-Kourgan se dresse sur les ruines de la ville, un cri silencieux d'avertissement. Livres, films et documentaires tentent de saisir l'ampleur de l'horreur et du courage qui s'y sont manifestés. Les leçons sont claires. La guerre est un hachoir à viande qui dévore l'humanité, l'ambition démesurée mène à la catastrophe, et la résilience de l'esprit humain, même dans les abîmes du désespoir, peut être une force inébranlable. Stalingrad est une méditation poétique sur la brutalité de la guerre, le courage inébranlable et la résilience qui surgit même dans les abîmes du désespoir. Chaque ruine est un cri contre la guerre, et le sang sur la neige est un rappel éternel du prix de la folie humaine, que les voix des 91 000 soldats allemands qui ne sont pas revenus et de tous ceux qui ont souffert résonnent à travers le temps. Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires épiques de l'histoire. Quelle bataille voulez-vous voir ensuite? Laissez votre commentaire et rejoignez notre voyage à travers le passé.